Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints et pardon pour le léger retard. Nous allons examiner aujourd'hui le sujet « La fac, est-ce pour moi ?» qui est un sujet d'importance pour toutes et tous qui voulaient peut-être aller en direction de l'université. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, responsable de communication pour France Université Numérique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sané, chargé de communication multimédia pour Fun. Bonjour à toutes et à tous, je suis Wendy Radegon, chargé de support et je vais modérer ce chat. Donc, ce webinaire va présenter un MOOC éponyme. Alors, un MOOC, c'est un cours en ligne gratuit et massif qui s'intitule « La fac, est-ce pour moi ?» Pour en parler, nous accueillons notre invitée Céline Combette, qui est maître de conférence en histoire du droit chez Paris Panthéon-Assas. Bonjour Céline. Bonjour et merci de votre patience. Je suis extrêmement confuse de ce retard qui m'est intégralement imputable et je vous prie vraiment de m'excuser. Voilà. Alors, quelques petites consignes techniques avant que nous commencions. Comme vous pouvez le voir, en bas à droite, il y a un chat et ça sera pour vous le moyen de nous poser des questions. Les questions, on va les relayer à l'oral, comme ça tout le monde pourra écouter la question et Céline va répondre et comme ça, cette réponse profitera à toutes et tous. Lorsque ce webinaire va se terminer, il va y avoir un mail qui va partir à votre intention avec un certain nombre de ressources, et de liens, des choses qu'on va évoquer à l'occasion de ce webinaire qui seront dans ce mail. Vous le gardez, précieusement, comme ça vous permettra de rentrer, dans le MOOC en question et puis, d'avoir accès à d'autres plateformes. Ce webinaire va durer 50 minutes, c'est-à-dire que nous allons devoir arrêter à 16h50 et voilà. Je laisse la parole à notre invité et ensuite nous pourrons prendre des questions dès que tu nous le diras, Céline. Parfait. Alors j'ai prévu de faire 3 points différents au cours de cette présentation, donc je pense qu'à chaque point, je m'arrêterai et on prendra, des questions. Merci beaucoup, Sandrine et merci d'avoir patienté ainsi et encore une fois, je suis extrêmement, désolée et confuse de ce, retard. En général, j'essaye d'être à l'heure à mes rendez-vous et là, bon, ça s'est, joué, sur des questions, techniques et de réunions, précédentes, voilà, qui ont pas terminé à l'heure. Eh bien, écoutez, merci d'assister tout d'abord à ce webinaire et de vous intéresser justement aux universités et aux études au sein des facultés. Le titre de ce MOOC s'est imposé comme une évidence. La fac, est-ce pour moi? Est-ce que je suis fait pour suivre des études à l'université? On va essayer de faire un point. Alors, ce MOOC, il a été pensé maintenant il y a, je crois, 3 ou 4 ans. Ça fait 3 ou 4 fois qu'il se joue déjà ce MOOC. Il est, on va dire, le petit frère d'un autre MOOC que nous avions déjà pensé qui s'appelait Le droit est-ce pour moi? Et lorsque nous avions fait un bilan de ce premier MOOC, Le droit est-ce pour moi? Nous nous étions aperçus que les étudiants avaient des questions beaucoup plus générales que sur le simple droit et qu'ils s'intéressaient également à, au final, est-ce que le droit s'est fait, est-ce que l'université en général est faite pour moi? Qu'est-ce qui différencie l'université du parcours que je suis en train de faire dans le secondaire? On parle d'une étape importante, franchie, entre le secondaire et le supérieur. Déjà, rien que les termes montrent qu'on franchit un cap, on passe du secondaire au supérieur, donc c'est déjà un élément important. Qu'est-ce qui le différencie? Est-ce que je vais avoir les ressources, les compétences suffisantes, justement aussi, pour pouvoir suivre des études à l'université, puisque c'est l'enjeu de ce MOOC, répondre à cette interrogation. Alors peut-être qu'à l'issue de ce MOOC, vous vous interrogerez encore, mais on vous a quand même, je pense, à l'intérieur donné suffisamment, on va dire, de liens et d'astuces pour pouvoir désormais vous positionner sur est-ce que une filière courte, une filière longue, est-ce que les études à l'université, est-ce que aller dans un but, par exemple, un BTS, conviendrait mieux à mes poursuites d'études? Voilà l'objectif qu'on s'était fixé au moment où nous avions monté ce MOOC et les retours que nous en avons dessus montrent qu'en effet, c'est ce type de questions que vous vous posez. Quel est le cap que l'on franchit entre le secondaire et le supérieur?
Donc, merci, de vous interroger ainsi. Surtout, ça peut, cette question, la prendre bien en amont, de vos choix, notamment sur Parcoursup, peut, vous apporter, des solutions, pour l'avenir. Parce qu'on sait pertinemment, qu'il faut, désormais, se positionner, très tôt et très vite sur, le droit, savoir exactement, sur l'université, savoir exactement si on veut aller sur des filières courtes ou si des filières longues. Donc, ce MOOC est là réellement pour répondre à vos interrogations. Alors, j'ai prévu en effet donc de faire une présentation en 3 points et ces 3 points, pourraient se résumer en une seule, si vous voulez, interrogation, en une seule, position. Il faut, avant justement, de s'arrêter sur une filière bien déterminée, se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions tout simplement pour bien réussir à l'université. Voilà le cap que nous allons essayer de développer au sein de ce webinaire. Se poser les bonnes questions pour réussir à l'université, pour bien réussir à l'université. On va avoir 3 points. 3 points, on va dire qu'ils suivent une logique de développement de votre raisonnement. Premier point, réfléchir sur ses choix. Quels sont les choix qui s'offrent à moi après l'obtention de mon baccalauréat? On va revenir dessus. Deuxième point, deuxième étape que vous devez impérativement suivre, quelles sont les études à l'université? Découvrir les études à l'université. Certains ont une vision très on va dire classique, très, parfois c'est même, ça tombe sur un peu du, on se dit que tiens les études en médecine, c'est comme ci, c'est comme ça, les études en droit, c'est plutôt comme cela et cetera. Donc il faut peut-être s'affranchir, de ce qu'on pourrait penser être comme représentatif, de certaines études pour se plonger dans le cœur même de ces études et on va voir qu'il y a beaucoup de ressources pour connaître justement la matérialité des cours, de ces matières à l'université. Vous avez désormais beaucoup de ressources. Alors peut-être parfois, on aurait tendance à dire trop de ressources. Donc on va essayer de bien, viser, les ressources pour lesquelles vous devez porter votre attention. Et enfin, le troisième point, eh bien, il faut anticiper et ça sera un point assez court, mais il faut vraiment aussi l'avoir en tête, anticiper ce qui va changer tout simplement dans votre vie future. Ce qui va changer déjà, c'est que vous allez passer du statut d'élève à celui d'étudiant. Et le prochain pas que vous allez accomplir, c'est celui d'insertion professionnelle. Donc on est vraiment sur une fin de cursus, cursus scolaire, cursus université et premier pas vers l'insertion professionnelle, sachant que de nombreuses universités maintenant, de nombreux parcours proposent notamment de l'alternance, ce qui fait que vous êtes à la fois sur les bancs de l'université, mais déjà en apprentissage en cas d'apprendre votre futur métier, votre insertion professionnelle. Donc, vous voyez que même déjà à l'université, ben, on est déjà, alors là c'est la fin, on va vers l'insertion professionnelle, mais déjà à l'université, on a un pas vers l'insertion professionnelle. Voilà, alors voilà les 3 étapes qu'on se propose de développer, réfléchir, découvrir, anticiper. Commençons par réfléchir. Réfléchir, c'est se poser plusieurs questions. Quel genre d'études je veux faire? Heu, est-ce que, je suis suffisamment autonome pour aller à l'université? Et comment faire, justement aussi, le bon choix? Qu'est-ce qui me correspond le mieux? Alors ces 3 points-là sont extrêmement, importants parce que ça va conditionner peut-être déjà un premier élément, un premier curseur que vous devez mettre. Est-ce que je veux aller sur un cursus long? Et l'université vous propose justement un cursus long, licence, master, doctorat. Licence 3 ans, master 2 ans, doctorat et là on a peu d'étudiants, on va dire, qui vont jusqu'au doctorat. C'est ceux qui se destinent notamment à la recherche, à l'enseignement, l'enseignement chercheur, l'enseignement recherche. Donc on a très peu d'étudiants. En général, c'est quand même licence, master que les étudiants suivent. Mais licence et master, c'est 5 ans. 3 ans de licence, 2 ans de master par la suite. Sachant qu'en plus, entre la licence et le master, on a une sélection qui s'opère. Donc il faut bien préparer son intégration au sein de master en ayant les meilleurs résultats possibles dès la licence. Et comment on obtient les meilleurs résultats possibles en licence? Ben, en ayant fait tout simplement le bon choix. Donc vous voyez, déjà, est-ce que je veux faire des études longues, licence, master, doctorat, ou alors je me dis que, eh bien, moi, ce que j'aime,
c'est la pratique, c'est aller sur le terrain. Est-ce qu'un cursus court, par un but, par un BTS, ne correspondrait pas plus à ce que je veux faire par la suite, c'est-à-dire intégrer assez vite l'insertion professionnelle. Mais ces 2 questionnements ont également une autre, portée beaucoup plus pratique et plutôt beaucoup plus théorique. Parce que ce que vous allez faire en licence et master, c'est quand même différent de ce que vous allez par contre voir en BTS ou encore en but. En BTS ou en but, on vient de le dire, la portée, c'est l'insertion professionnelle. Donc vous allez avoir très peu de théorie, mais beaucoup de pratique. Alors que dans, le système universitaire, tout du moins en licence, même encore en master, mais avec un peu moins, puisqu'il y a de l'insertion professionnelle qui rentre déjà en jeu, eh bien, c'est plus là de la théorie que vous allez pratiquer pendant les premières années. Donc là aussi, ça a un impact. Est-ce que je veux aller sur un cursus long ou un cursus court? Et si je veux aller vers un cursus court, est-ce que je veux vraiment aller tout de suite sur l'insertion professionnelle, aller sur de la pratique professionnelle, ou est-ce que la théorie quand même m'intéresse un peu? Et dans ce cas-là, eh bien, il va peut-être falloir que je réajuste mon curseur et me dire qu'il y a peut-être les études longues qui peuvent m'intéresser. Autre question qui vient s'adjoindre à tout cela, toujours à travers cette même question, cursus long, cursus court, etc. Est-ce que j'ai besoin d'encadrement? Si j'ai besoin d'encadrement, c'est-à-dire est-ce que le travail, je le pratique? Oui, je travaille, oui, mais est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me guide dans mon travail? Est-ce que j'ai besoin d'un encadrement pour ce travail? Eh bien, dans ce cas-là, on va plus aller vers les BTS ou vers les buts que vers l'université dans lequel on est quand même, c'est pas le royaume de l'autonomie, mais presque. À l'université, on vous laisse autonome. C'est à vous de gérer votre travail. Moi, en qualité d'enseignante, je ne vais pas dire à tel étudiant, vous n'avez pas réalisé tel travail, etc. Non, ça c'est quelque chose qui sera sanctionné malheureusement en fin de semestre par les fameux partiels qui ont lieu à chaque fin de semestre, donc tous les quasiment 3-4 mois. C'est tout. On a 2 semestres chaque année, un S1, un S2, puis ensuite en deuxième année S3, S4, etc. Et chacun de ces semestres n'est sanctionné qu'à la fin du semestre. Vous n'avez vos partiels qu'en fin de semestre. Alors, on a quand même intégré au sein de l'université un peu de contrôle continu qui a lieu pendant le fameux temps des travaux dirigés, où on va vous demander de réaliser des travaux, notamment dans différentes matières dites fondamentales. Euh, mais le contrôle continu, la part du contrôle continu par rapport aux notes de partiel est quand même moins important. Donc il faut avoir ça également en tête. Est-ce que j'ai besoin qu'on m'encadre ou est-ce que, au contraire, eh bien, je suis relativement autonome et la sanction en fin de semestre ne me fait pas peur parce que j'aurai travaillé de moi-même sans que quelqu'un vienne à me mettre un encadrement, j'aurai travaillé de moi-même et je pourrai ainsi poursuivre mon cursus, on va dire tranquillement. À travers cela, il y a également une autre question. Toujours sur ce point de vue théorique. Tout à l'heure que nous avons analysé. À l'université, on apprend notamment à analyser. À analyser quoi? Un sujet. Pour conduire un raisonnement argumenté. Est-ce que ce sont des choses qui m'intéressent ou est-ce que, encore une fois, je vais aller sur de la pratique? Et surtout, ça va nous permettre d'enchaîner avec notre second point et je m'arrêterai avant de prendre des questions. Est-ce que j'ai les compétences suffisantes pour justement tenir ce raisonnement tel qu'on me demande de le pratiquer à l'université? Donc voilà, j'ai développé mon premier point, réfléchir à son choix, université ou pas, en fonction de ce que je viens de vous indiquer, et on va ensuite découvrir les études à l'université. On va peut-être s'arrêter dans un premier temps pour faire un point sur ce premier point et prendre les questions qui pourraient avoir lieu, s'il y en a. Pour l'instant, on n'a aucune question. Oh! Ah bah écoutez, ça veut dire que je suis parfaitement limpide. Non, si, on en a une question de sémantique. La fac et l'université, est-ce que c'est pareil?
Alors, l'université, ça va regrouper différentes facultés, notamment. Là, nous avons, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, l'université Paris-Panthéon-Assas, pour lesquelles il y a plusieurs UFR. UFR ou donc faculté droit, économie, gestion, et cetera. Donc on va dire que l'université, c'est l'entité et à l'intérieur, vous avez, différentes, composantes qui la regroupent. Sachant que les IUT Ah bah, sont il y a quelqu'un qui avait répondu, pardonnez-moi. les IUT sont intégrés à des universités, hein. Tout à fait. C'est peut-être aussi, une exception l'IUT puisque entre le mode de fonctionnement du lycée et le mode de fonctionnement de l'IUT, il y a plus de convergence que partir dans le grand bain d'un point de vue, gestion de l'autonomie, dans une faculté, quoi. Exactement. Alors justement, ça fait référence à la dernière question qui vient d'être posée. Est-ce qu'il y a d'autres pardon, les BTS et BUT, c'est à la fac aussi. Alors les BTS, non, c'est rattaché en général à des lycées, alors que les BUT, par contre, ça correspond à nos anciens, IUT. Là, on est face à des rapprochements au sein des universités. C'est des instituts qui sont rattachés au système universitaire. Et est-ce qu'il y a d'autres évaluations à part les partiels et les TD? Bien écoutez, non, parce que là, on a fait le tour, c'est-à-dire les partiels, c'est en fin de semestre, les TD, contrôle continu. Alors, on peut avoir des contrôles continus dans les travaux dirigés, ça peut être attaché aux matières, dites, fondamentales ou encore, des TD, notamment de langue. Alors, vous pouvez avoir par contre des points. Et j'ai découvert que les points sport pouvaient être extrêmement importants pour les étudiants. On peut ajouter comme ça des participations à la vie universitaire par l'étudiant à la vie universitaire. On peut lui rajouter des petits points. Donc, ce qui permet quand même à l'étudiant de euh, participer notamment au sport à l'université. C'est ajouter des points à sa moyenne, mais pas que. Ça lui permet notamment de rentrer en relation avec des étudiants qui sont plus élevés dans leur cursus universitaire. Donc c'est toujours très intéressant. Donc et c'est quoi un ECTS? Alors les ECTS, ça correspond à, ça va vous donner des compétences. Et c'est, une reconnaissance pour chaque matière d'un certain nombre de points ECTS et ces points ECTS vous permettent à la fin d'avoir notamment, si vous voulez valider votre licence, un certain nombre de points, à la fin de votre licence. Et ça une reconnaissance, pardon, surtout au niveau européen. Votre diplôme, quand vous l'avez validé et que vous avez un certain nombre de points ECTS, est reconnu, grâce à ces points ECTS au niveau européen. Et est-ce qu'il y a des TP, travaux pratiques? Ça dépend des universités, ça dépend des filières dans lesquelles vous allez vous inscrire. Certains, font des travaux dirigés, d'autres des travaux pratiques. Et ça revient, les travaux pratiques sont, peut-être plus dans les matières dites scientifiques. Si on obtient un diplôme à la fac, est-il valable à l'étranger? Ou est-ce que ça dépend de la discipline? Avec les ECTS, normalement, il y a une reconnaissance européenne de votre diplôme. C'est tout Donc l'avantage d'avoir une alors normalisation européenne. voilà, exactement. Alors, faites attention. On en a parlé notamment, lors du dernier webinaire que nous avons fait, tout à l'heure, sur le droit est-ce pour moi? Comme ma collègue l'a souligné, notamment pour le droit, c'est une matière nationale, le droit. Ce qui veut dire que, quand vous êtes diplômé en droit français, oui, votre diplôme, peut être reconnu par un autre pays, mais il n'en demeure pas moins que vous êtes spécialiste en droit français. Et donc on va peut-être pas vous attendre, notamment en Angleterre ou dans un autre pays si vous voulez, parce que vous allez avoir une formation qui est quand même très marquée territorialement. Au au niveau encadrement, est-il difficile de gérer sa vie étudiante à la fac et en dehors? Alors je comprends pas forcément, la question, c'est-à-dire est-ce que vous êtes arrivé à dégager du temps? Si je, traduis plus pour la vie étudiante, c'est-à-dire avoir du temps en dehors de vos études, heu et on vous conseille d'avoir du temps en dehors de vos études. Un étudiant qui ne ferait que, travailler, et ne sortirait pas de la bibliothèque notamment, se couperait, du monde et justement à l'université, on demande d'avoir des étudiants qui soient, extrêmement, ouverts d'esprit et ouvert sur le monde, avoir une vraie connaissance du monde qui l'entoure. Donc, je ne pense pas que ça soit un très bon étudiant, un étudiant qui ne fait que travailler. Forcément, à un moment donné, déjà, il aura beaucoup de fatigue, on va dire, mais également, il se coupera du monde et en matière,
dans tous les domaines même. J'allais prendre le domaine juridique que je connais bien, mais dans d'autres domaines également, on a besoin de cette ouverture au monde. Donc il faut avoir une vie sociale à côté. Alors, pas trop importante, mais une petite vie sociale quand même. Il faut étudier et un petit peu de vie sociale. Et Ingrid qui pose une question qui est peut-être un peu hors sujet. Y a-t-il un équivalent STAPS en études courtes? Alors ça, je connais pas suffisamment le domaine. Mmh. Ça, j'en suis désolée, mais non. Enfin, c'est-à-dire en BTS ou en but? Je vois pas. Je vois pas ce qui Moi non pourrait plus. exister. Non, en but, ça m'étonnerait, hein. Ouais, Heu, les sciences techniques des activités physiques et sportives, c'est effectivement une licence et un master. Peut y avoir aussi des poursuites d'études en doctorat, mais je sais pas. Alors, Léa, je comprends pas votre question. Les points sont qu'avec le sport. Si, parce que tout à l'heure, j'ai parlé justement des points sport qui pouvaient s'ajouter en plus des matières qu'on enseigne à l'université. Alors j'ai pris ce que je connais, mais dans d'autres universités, ça peut être également l'engagement de l'étudiant au sein de son, université, voilà, qui peut ajouter des points à la moyenne. Cela peut être, un engagement dans la vie politique ou des choses comme ça. Chaque université a une politique, on va dire, de récompense, de l'étudiant. En Mmh. général, ce sont des récompenses qui sont liées à l'engagement de l'étudiant au sein de son établissement. Heu, les points sport, pourquoi? Déjà parce qu'une pratique sportive, encore une fois, c'est très bon pour connaître les autres étudiants et pour vous aider dans l'évolution de votre cursus, mais vous allez également représenter votre université au cours de challenges sportifs et donc ça, c'est aussi important parce que ça nous permet d'avoir une bonne visibilité. Et si on débute notre cursus en France, est-il possible de le continuer à l'étranger ou de faire des stages peut-être? Tout à fait. On a, notamment un grand nombre de partenariats. Chaque université a signé, de nombreux partenariats, avec, d'autres établissements. Donc soit vous le faites, par le biais d'échanges dits Erasmus. Alors, en général, ces départs Erasmus ont lieu en licence 3 ou en master 1. Soit vous le faites par le biais de programmes d'échange qui sont hors programme Erasmus et là, vous allez pouvoir, être diplômé au sein de l'autre université, en master ou même en licence. Soit vous pouvez également, décider de quitter le cursus, français pour intégrer une autre université. Mais alors là, il faut contacter chaque université pour savoir quelles sont, ses capacités, on va dire, de transfert au sein de leur établissement. Et là, on rentre dans les fameuses reconnaissances ECTS. C'est quoi IUT? Un institut universitaire technique, je ne sais plus De exactement le technologie. Un voilà, institut universitaire de technologie. voilà, Dans le technologie. temps, on faisait on préparait un DUT en 2 ans, diplôme Voilà, universitaire de technologie et parfois une licence professionnelle en 3e année et depuis, 2 ans, on y prépare un bachelor universitaire de technologie en 3 ans. Donc les programmes ont été refaits. Il y a 24 filières dans les IUT, des filières qui n'ont rien à voir. Ça peut être l'informatique, l'action sociale, il y a plein de filières différentes et ce sont une intégration, juste après le bac, mais sur dossier, hein. C'est des filières sélectives et normalement, au départ, ça avait été conçu pour permettre à des gens d'entrer directement sur le marché de l'emploi. Sauf que maintenant, il y a quand même beaucoup de poursuites d'études. mais Alors normalement, c'est une filière courte. mais normalement, c'est une filière courte, ouais. Ouais. Mais je suis d'accord, hein, par le biais de la masterisation, beaucoup d'étudiants qui ont obtenu un but poursuivent, enfin, vont poursuivre, vers les masters. Est-ce qu'on peut faire des années de césure? Bah, oui, chaque année, vous pouvez demander, à être, dans une année de césure. Il n'y a pas de difficulté, c'est même quelque chose qui se pratique de plus en plus. On a des étudiants qui, dès la première année, c'est-à-dire ils font le vœu sur Parcoursup d'avoir, tel établissement et demandent une année de césure entre l'année du baccalauréat et la première année. Avant de commencer la première année, ils, partent, en année de césure et c'est plutôt pas mal parce que c'est un peu, une méthode, on va dire, américaine qui commence à venir en France où les étudiants ne commencent pas directement au sein de leur université, mais prennent un peu de temps pour découvrir le monde avant de poursuivre leurs études. Et en plus, il y a certaines universités où c'est obligatoire. Par exemple, je pense à Dauphine, qui ont intégré l'année de césure dans le diplôme, c'est obligatoire. Voilà. Alors, pour les ECTS, lorsque vous parlez de reconnaissance européenne, vous parlez du continent ou des pays qui font partie de l'association européenne? Vous voulez dire de l'Union? Je Oui. suppose. Alors là, par contre, je pense que ce sont surtout les pays qui sont rentrés dans le processus de Bologne
Et alors là, je n'aurai pas la liste de ceux qui sont dans le processus de Bologne, c'est-à-dire le processus LMD. Alors ceci dit, on peut aussi parler, des échanges Erasmus. Oui. Alors échange Erasmus qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, qui correspondent, à des étudiants qui partent, heu, au cours de leur troisième année de licence ou de leur première année de master et qui, suivent pendant, leur année, soit une année entière, soit un semestre, l'enseignement au sein de cette université. Mais ils ne sont pas diplômés de cette université, hein, ils sont diplômés de l'université qui les fait partir en Erasmus. Ils suivent par contre le programme de l'université pendant soit le semestre, soit pendant l'année. Et en général, on leur conseille de prendre, s'ils partent en licence 3, de prendre des matières qui correspondraient au master qu'ils souhaitent ensuite, pour lequel ils souhaitent déposer des candidatures. Et c'est souvent en anglais. Oui, mais on a des Erasmus en Allemagne ou dans d'autres pays, hein. Il n'y a pas forcément, l'anglais, oui, c'est le départ le plus important, mais on a dans d'autres pays. OK, on n'a plus de questions là. Alors je repars sur et je vais essayer d'accélérer pour pouvoir, finir les 3 points. Le deuxième point donc c'est découvrir les études à l'université. Point extrêmement important parce qu'une fois qu'on s'est fait l'idée de: «Eh bien, je pense que, j'ai, comment dire? Que mon curseur va plus sur notamment des filières longues, ce qui, se pratique, la manière d'enseigner me convient plus à l'université que dans un but ou dans un BTS», eh bien, là, je peux m'interroger sur quelles sont les matières, quelles sont les filières, plus exactement, qui m'intéressent, qui correspondraient à ce que je peux faire ensuite à l'université. Et là, eh bien, il faut regarder, il y a quelque chose de très important, qui est, tout simplement Parcoursup. Je pense que sur Parcoursup, beaucoup ont une idée, on va dire, de Parcoursup en ayant, peur de Parcoursup notamment, mais, Parcoursup est une véritable mine d'informations, notamment sur les attendus, les fameux attendus. Alors là encore, vous allez me dire: «Oui, mais ces attendus, me font peur, ça correspond à quelque chose qui, peut me restreindre dans mes choix». Oui et non. Oui, ça peut vous restreindre dans vos choix, mais il ne faut pas que vous ayez peur de ces attendus qui vont être définis pour chaque filière, parce que ces attendus ont été définis notamment, alors je vais reprendre sur quelque chose que je connais aussi particulièrement bien, les attendus en droit, les attendus nationaux en droit. Ces attendus ont été définis par les doyens des différentes facultés de droit, et ces doyens connaissent, on va dire, parfaitement le portrait type de l'étudiant qui peut réussir ses études en droit, peut réussir parce que bien évidemment, eh bien, il y a là ensuite la réalité du terrain, il y a la confrontation, de l'étudiant avec une nouvelle matière et parfois, eh bien, ça se rencontre bien et d'autres fois, ben, la rencontre ne se fait pas et on ne sait pas pourquoi. Malgré, le fait que l'étudiant avait bien coché, on va dire, toutes les cases de ces fameux attendus nationaux, eh bien, la rencontre n'a pas lieu. L'étudiant ne réussit pas ses études, malheureusement. Parfois, ils en sont, fortement malheureux parce que, eux-mêmes, la matière leur plaît. Ils nous disent que c'est une matière qui les intéresse, pour lesquelles ils ont, une vraie appétence et malheureusement, eh bien, le droit, parfois, notamment, eh bien, les refuse. C'est-à-dire que, ben, malgré le travail qu'ils peuvent fournir, ils ne réussissent pas. Alors on y met en général sur le compte d'un manque de logique, manque parfois également de culture générale ou des choses comme ça, mais, on se trouve face à un portrait type de l'étudiant. On se dit: «Bah, lui, il a tout pour réussir» et malheureusement, eh bien, encore une fois, ça ne se fait pas, pour des raisons qui, sont parfois propres à l'étudiant ou voilà. Alors, bien regarder justement ces fameux attendus. Il va y avoir 2 types d'attendus. Les attendus dits nationaux, là, c'est valable pour toutes, les universités, en droit, en économie-gestion, en information-communication et cetera. Ça, ce sont les attendus dits nationaux, encore une fois définis par les différents, représentants de chaque filière et vous allez avoir également ce qu'on appelle des attendus locaux. Attendus locaux qui peuvent vous permettre de réfléchir sur comment ensuite l'université pratique, on va dire, son classement sur Parcoursup. Dans les attendus dits locaux, on va avoir notamment indiqué, on va privilégier, notamment les bacs généraux, bacs techno, au bac pro. On va également donner dans, notre,
rapport, on va dire, Parcoursup, comment nous avons effectué notre classement Parcoursup. Quelles sont les notes que nous avons privilégiées? On va indiquer notamment que, on regarde tant les notes de première que les notes de terminale. On va indiquer quelles sont les matières à l'intérieur de ces, moyennes qu'on va, avec plus d'appétence regarder. Le français, l'histoire-géographie, la science économique et sociale, enfin et cetera. Les différentes, spécialités que vous avez dû prendre et à partir de là, eh bien, on va émettre ce fameux portrait type de l'étudiant d'une filière déterminée et ce portrait type doit vous permettre, vous, de vous interroger en disant: «Eh bien, voilà, moi, ce qui me permet de me dire que je suis faite ou fait pour telle filière» ou au contraire, il faut peut-être que je, retrouve un peu de clairvoyance et ce domaine ne me convient pas et il faudrait plutôt que j'aille voir ailleurs. Alors, surtout, une chose, ne vous censurez pas. De plus en plus, chaque année, on a des étudiants qui se disent: «Oh, bah, par rapport à ce qui est annoncé, j'ai pas le niveau, je n'y vais pas». Parlez avec nous, venez à notre rencontre, on vous dira si vous correspondez ou pas au portrait type. Alors, on ne vous donnera pas en général de moyenne. On ne vous dira pas, bah, pour tel établissement, il faut telle moyenne, sinon vous n'y rentrerez pas. Ça serait complètement idiot, tout simplement parce que d'une année à l'autre, il y a des variations, etc. Donc, voilà. Puis, en fonction de votre établissement, vous avez des notes qui sont plus ou moins bonnes. Enfin, voilà. Donc, non, venez nous voir, on parle ensemble, on essaye de voir à peu près ce qui vous conviendrait, ce qui ne va pas, etc. Voilà, ne vous censurez surtout pas. Donc, en termes de comment connaître les filières, encore une fois, Parcoursup, n'en ayez pas peur, ça doit être votre mine d'information numéro un. Les salons d'étudiants, on se rencontre régulièrement sur ces fameux salons de l'étudiant. On en a encore un au mois de janvier pour les étudiants parisiens avec l'étudiant post-bac. Les journées portes ouvertes également au sein des différents établissements. On consacre chaque année une journée au moins à l'accueil des étudiants, des lycéens qui veulent déposer, faire un vœu dans la filière que nous organisons. Ça permet justement non seulement de connaître, l'état des lieux, on va dire, de l'établissement dans lequel on veut aller, mais ça permet aussi de se rendre compte de critères, mais très, très matériels, notamment la distance entre votre lieu d'études et votre lieu de domicile, qui et ça compte énormément dans votre réussite. Plus proche vous êtes de votre lieu de domicile, meilleurs vos résultats et vos chances de succès dans une filière seront. Vous avez bien évidemment également les fameux MOOC, hein, qui sont, extrêmement riches et extrêmement variés, ne serait-ce que sur la plateforme Fun, je pense que vous avez largement de quoi faire pour découvrir, les différentes filières et pour certaines matières, vous avez des questionnaires dits d'auto-évaluation qui vous permettent également de mettre un petit curseur et de savoir si, ça correspondrait à peu près aux appétences qu'on attend dans un domaine particulier et je vais faire le point pour voir s'il y a d'autres questions. Alors, dans une fac, par exemple, de médecine, y a-t-il toujours un tronc commun avec des matières telles que l'histoire, les maths et les langues ou est-ce qu'il y a seulement des cours de médecine? Alors, je ne connais pas forcément bien, l'offre de formation en matière de médecine. En général, on va aller sur, des matières, propres à la spécialité et à côté, on va ajouter, des matières dites d'ouverture qui vous permettent justement un peu de qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, complètement extérieurs au domaine que vous allez étudier, mais qui vous permettent de réfléchir différemment au domaine que vous allez être en train d'étudier. Donc, je ne réponds pas forcément directement sur la médecine, mais c'est d'une façon beaucoup plus générale. Avec le programme Erasmus, c'est seulement des stages ou est-ce qu'une fois avant de commencer le cursus en France ou peut-on faire une demande dès la fin du lycée? Alors pour moi, alors déjà on va reprendre, je pense qu'il y a plusieurs questions dans la même question. Alors Erasmus, ce ne sont pas des stages. Vous allez suivre le, cursus au sein de l'établissement dans lequel vous avez demandé à réaliser votre Erasmus. C'est-à-dire, je vais prendre un cas concret, vous êtes un étudiant en sociologie, vous voulez en troisième année faire un Erasmus avec un autre établissement qui fait de la sociologie, par exemple en Irlande, et bien pendant un semestre ou une année, vous allez faire de la sociologie en Irlande. Voilà. Et quand vous revenez, les résultats que vous avez obtenus au sein de ce cursus, pour lequel on ne va pas avoir organisé en général d'examens particuliers, hein. Vous allez suivre exactement les mêmes cours et avoir les mêmes examens que les étudiants, on va dire, locaux.
eh bien, on va traduire vos résultats pour avoir une moyenne qui vous permette d'intégrer soit l'année supérieure, soit le semestre que vous aurez passé à l'étranger. Deuxième question dans la même question, ou une fois avant commencer le cursus en France, ou peut-on faire une demande dès la fin du lycée? Alors, en général, les Erasmus, c'est plutôt licence 3, master 1. Donc, il faut déjà être bien avancé dans son cursus pour envisager un départ à l'étranger. Sachant que la plupart des universités, par contre, ont mis en place ce qu'on appelle des doubles diplômes. Doubles diplômes qui vous permettent soit de partir immédiatement à l'étranger et de poursuivre votre cursus ensuite, au bout de 2 ans, au sein de l'université qui a intégré ce double diplôme, soit inversement, commencer 2 ans en France et ensuite partir pour finir ce programme à l'étranger. Mais ça s'appelle des doubles diplômes et vous êtes diplômé en droit, par exemple français, au sein d'une université française, et diplômé en même temps en droit, je vais prendre anglais, au sein de telle université anglaise. Vous avez un double diplôme. Je pense avoir répondu, j'espère. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Parfait. Alors, troisième point, on va être dans les délais. Le troisième point, c'est ce point relatif à anticiper ce qui va changer dans ma vie. Vous allez voir, comme je l'annonçais tout à l'heure, que vous allez passer justement du statut d'élève à celui d'étudiant, ce qui implique quand même un certain nombre d'éléments, on va dire, à prendre en considération, et notamment des questions très pratiques. Questions très pratiques, il faut notamment, et c'est pour ça que les JPO, je reviens dessus, sont extrêmement importantes, assister aux différentes JPO, journées portes ouvertes, organisées par les différents établissements. Ces JPO vous permettent de véritablement connaître le futur établissement dans lequel vous allez ensuite suivre votre cursus. Ce qui permet donc de savoir quel est le délai, justement, quel est le temps de transport entre votre établissement et votre lieu de domicile, mais des questions beaucoup plus pratiques sur ne serait-ce que où manger. Alors, la plupart des universités ont ce qu'on appelle un CROUS, c'est-à-dire un restaurant universitaire, mais d'autres n'en ont pas, ou alors les repas du CROUS, du restaurant universitaire ne vous conviennent pas. Donc, essayez de repérer, on va dire, des éléments qui vous permettent de savoir où vous allez ensuite vous restaurer. Chose que il faut faire aussi, c'est peut-être aussi programmer un budget. Alors je vais reprendre moi, on va dire mon cas personnel. Quand j'étais étudiante en droit, j'ai fait un DEA, ce qui correspond à un master 2 en sciences criminelles, et ce master 2 en sciences criminelles était, à Strasbourg. Moi, je venais d'Auvergne, je venais de Clermont-Ferrand pour être plus précise, et j'avais pas suffisamment anticipé. Il a fallu que je trouve un travail, on va dire en urgence, pour pouvoir payer mes études, en DEA. Avant, ces DEA ne disposaient pas de bourse, d'études, donc j'ai dû, très vite trouver un travail pour pouvoir, justement, payer ne serait-ce que mon logement et ma nourriture. Donc je le garde en tête parce que je me dis que si j'avais un tout petit peu plus anticipé, cet élément-là, eh bien, j'en serais pas arrivée, là. Donc j'aurais moins peiné, on va dire, à suivre mes études, parce que quand vous avez des questions matérielles, pratiques, qui viennent s'ajouter à votre temps d'études, eh bien, ces questions, on va dire, malheureusement, entre guillemets, «bassement matérielles», ont tendance à vous handicaper et vous perdez un temps précieux sur vos études. Ne serait-ce que, trouver, ce travail, ben, ça prend quand même un petit peu de temps, même si après, une fois que vous êtes dedans, en général, ça fonctionne très bien vos études, parce que vous prenez en général un travail qui, a, très peu d'heures, à réaliser, ou des choses comme ça. Donc voilà, ça vous permet de cumuler et travail et études, mais le temps de recherche de ce travail, le temps de trouver d'autres sources de financement, et cetera, ça vous prend du temps, et ça vous, on va dire, ça vous handicape sur la poursuite même de vos études. Donc n'hésitez pas à anticiper ces temps comment financer mes études, où loger, où me nourrir, et cetera. Voilà, moi j'ai fini ma présentation. Alors, on a une question de Iman. Quelles sont les différences entre la fac et une école? Recevons-nous les mêmes informations? Cela dépend de nos études choisies, comme par exemple pour les études de droit. Alors, je suis embêtée parce que là, alors c'est le mot école qui me gêne,
école est-ce qu'on va sur une école type, école de commerce ou autre? Je comprends pas forcément bien la question. Je ne sais pas si vous la comprenez, Sandrine? Non. Je suis un petit peu embêtée par cette question. Alors, on va faire peut-être une différence qui correspond pas à ce que vous, la question que vous posez. C'est peut-être la fac est un établissement public, l'école serait un établissement privé, je ne sais pas. C'est peut-être cette différence que vous avez, en tête et est-ce qu'on reçoit les mêmes informations? Heu Entre une fac et une école, bah, ça dépend en effet de votre filière, ça dépend d'un certain nombre de points. Ce que je vous invite à faire, quoi qu'il en soit, c'est, quand vous faites le choix d'aller sur un établissement privé, vérifiez bien la reconnaissance du diplôme délivré par cet établissement privé. Parce que chaque année, on a des étudiants, qui ont été dans des établissements privés dont les, diplômes ne sont pas reconnus au niveau, national, ce qui a des conséquences quand même importantes, ne serait-ce que lorsqu'ils demandent des transferts ou équivalences, on a tendance à, ne pas reconnaître les diplômes, tant que tels et donc ils ne peuvent pas intégrer nos établissements et ça a une conséquence également sur l'insertion professionnelle. Voilà, donc vérifiez bien au moins cela, si c'est bien cette différence entre école, publique et entre faculté pardon, publique et école privée. Après Iman, il y a aussi des écoles publiques, hein, des écoles d'ingénieurs ou des Oui. écoles de management. Ceci dit, la voie royale pour les intégrer, c'est 2 ans de prépa et ensuite insertion à partir de pour les 3 ans supplémentaires, hein. Mais dans ce cas-là, les cursus sont bien expliqués, bien à l'avance, et l'organisation est connue également. Il y a aussi la possibilité de faire, un premier cursus de licence à l'université et de rentrer dans ces écoles par ce qu'on appelle des admissions parallèles, hein. Et là, même chose, les programmes sont balisés, l'organisation est basée sur la délivrance des ECTS. Donc après, votre question sur les écoles privées, nous, on ne peut pas y répondre puisque, Si c'est bien la question. voilà, si c'est bien la question, parce que là, les écoles privées, généralement ne délivrent pas, mais bon, ça c'est des diplômes, à caractère public, mais des titres, professionnels et encore quand elles les délivrent effectivement. Donc faites très attention où vous mettez les pieds. Léa dit: «Pour les logements, il y a aussi des chambres universitaires dans l'université. Comment peut-on y avoir accès?» Alors, ça dépend des établissements, mais en général, les établissements n'ont pas de chambre universitaire, hein. Ce que vous pouvez vous rapprocher, ce sont les Crous qui gèrent par contre des chambres universitaires. Après, chaque université a pu mettre en place un programme, on va dire, de logement pour ses étudiants, mais ça ne va pas être des logements, dont dispose, l'établissement, mais ils vont avoir, par exemple, un catalogue, de partenaires, soit des partenaires privés qui proposent des chambres directement, soit un certain nombre de professionnels que vous pouvez contacter et qui, vous mettent en relation avec, des bailleurs privés toujours. Donc Alors le chambre Crous universitaire ou catalogue selon les établissements. Le Crous, c'est un organisme national, hein. Je vous conseille très vivement d'aller sur leur site. Ils vont vous expliquer la démarche pour déposer un dossier. Il y a un certain nombre de choses qui sont à faire et à anticiper, pas au dernier moment, d'accord? Parce qu'il y a, c'est sous condition de ressources des parents, donc il y a des pièces à constituer. Faites-vous aider par vos parents et puis, vous déposez le dossier et puis vous faites des demandes. Sachant qu'il y a, beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes. Alors il y a des zones en tension. L'Île-de-France est une zone en tension et puis il y a des zones universitaires où, la tension est quand même moins forte. Donc, je ne sais pas où vous êtes, mais, il y a peut-être, voilà. Allez sur le site du Crous, ils vous expliquent ça très bien. Il est 16h49, on doit, arrêter dans 1 minute. Peut-être une toute petite dernière question. Peut-on choisir d'être en alternance ou ça dépend de la discipline? Ça dépend de la discipline. L'alternance n'est pas, obligatoire pour toutes les disciplines. Certaines n'ont pas fait le choix d'être en alternance, alors que d'autres, dès la licence en troisième année, peuvent être en alternance. Sachant qu'on a un très bon MOOC là-dessus qui s'appelle, «L'apprentissage à l'université», je vous invite à vous y inscrire. Je Là, le il disais tout à l'heure, vous avez des MOOC sur tout y a quasiment. des MOOC sur tout, inscrivez-vous. Donc là, on vous a mis dans le chat la procédure pour s'inscrire au MOOC et n'oubliez pas d'aller sur, le site web qu'on a fait qui s'appelle mooc-orientation.fr. Vous allez voir, sur la page d'accueil des petites vignettes qui vous permettent de voir tous les MOOC, sur plein de sujets différents.
pour ceux qui veulent celles et ceux qui veulent rentrer à l'IUT, on a même un MOOC pour vous aider à constituer un dossier de candidature. Enfin, il y a plein de choses vraiment. Donc, je vous remercie d'être venue et puis d'avoir posé des questions. Merci Céline, d'avoir été présente. Vraiment un grand pardon. Pas de souci. Le webinaire sera rediffusé à partir de la semaine prochaine. On vous envoie un mail et tout de suite, dès qu'on arrête, là, il y a un mail qui va partir avec un certain nombre d'informations, notamment en termes de connexion pour accéder au MOOC. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon week-end et excellente fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir.